Good morning. My name is Purna Kumar Shrestha. You can call me Purna. I am Global Technical Lead. Bonjour, je suis le directeur technique. Je travaille pour une organisation qui travaille avec des bénévoles. Nous permettons à des bénévoles de travailler ensemble. Et j'ai été ancien membre du comité directeur représentant la société civile. Je suis co-directeur du groupe de travail de la Task Force. Dans la mesure où la session aujourd'hui porte sur l'équité et l'inclusivité, j'aimerais, puisque nous sommes tous enseignants, de mettre quelque chose en pratique. Je vais dire, et vous allez répéter après moi, et j'espère que quand vous revenez, vous pourrez saluer les gens en Kinyarwanda. Murakoji Chana. Okay. So, welcome. Bienvenue aux ateliers sur l'innovation en matière d'équité et d'inclusion dans le secteur de l'éducation. J'aimerais vous rappeler quelques règles simples d'intendance. Les intervenants en ligne sont invités à faire en sorte que leur caméra soit branchée et leur microphone désactivé lorsqu'ils ne parlent pas. Et ceci est vrai également pour tous les participants. Je vous demanderai donc de bien vouloir veiller à ce que votre micro soit désactivé. Les participants en ligne, faites en sorte que votre microphone soit toujours désactivé. Toutefois, nous vous invitons à brancher votre vidéo et votre microphone lorsque vous allez intervenir. Veuillez utiliser le chat si vous voulez poser des questions. Et des collègues du secrétariat sont ici pour me prêter main forte. Je poserai les questions et j'ai un coprésident, le professeur John Omela, qui nous rejoint des États-Unis. Et je crois qu'il est 2 heures du matin aux États-Unis. Merci, James, de me prêter main forte pour co-faciliter cette session. Nous avons une interprétation vers le français et vers l'anglais. Si vous voulez suivre ces débats en français, nous vous invitons à utiliser les casques qui sont à disposition et à vous brancher sur le bon canal. Bien, je suis enseignant. Et cette session aujourd'hui sera plutôt interactive, vraiment un dialogue à deux sens. Donc, je vais inviter nos intervenants à faire leur présentation, mais ensuite, on ouvrira le débat. Mais nous allons commencer avec un petit échauffement. Si vous avez un téléphone portable, je vais vous demander de prendre soit votre téléphone portable, soit votre ordinateur portable. À l'écran, vous allez voir, ou en ligne, vous allez voir ce que nous allons montrer. Utilisez ce code et de me dire qu'est-ce que l'inclusion, cela signifie pour vous. Est-ce que nous voyons l'écran? Un peu de magie, un petit coup de baguette magique. Donc, si vous êtes un téléphone portable, vous devez donc saisir le lien www.menti.com et avec le code. Si vous avez un lecteur de code barre, vous pouvez scanner le code barre qui se trouve à la gauche, ce qui vous permettra d'accéder directement à l'atelier. Ceux qui êtes en ligne, vous pouvez simplement utiliser l'hyperlien qui est en bas de l'écran. Nous allons nous accorder 3 minutes et au bout de 3 minutes, nous verrons apparaître vos contributions à l'écran. Donc, je vais chronométrer. Il est maintenant 9h35, heure de Kigali. Nous allons donc nous accorder 3 minutes. Allez sur votre moteur de recherche, sur votre ordinateur ou votre portable et donc saisissez l'adresse www.menti.com et ensuite saisissez le code 5694419. Vous verrez apparaître un encadré et dans cet encadré, vous pouvez saisir la réponse à la question. La question est qu'est-ce que l'inclusion, cela signifie pour vous?
what I call it is a collective wisdom. So you have many years Il of s'agit d'une sagesse collective. Vous disposez de nombreuses années de sagesse et nous voulons en fait pouvoir saisir toute l'étendue de votre sagesse pour que la task force puisse en profiter. I see you are typing, even though I say 3 minutes, because you are working so hard, I will add 3 more minutes. Et puisque vous êtes tous en train de taper, je le vois, je vous accorde 3 minutes de plus. Okay, can we see the result, Elle? Et pouvons-nous voir les résultats? Here we go. Participatory processes, can you just click one or two, just to highlight? On va Or you can cliquer sur l'un des encadrés pour que je puisse lire ça des exemples. Donc, ça veut dire tous. Bon, ça c'est fort, c'est simple. Des processus participatifs. highlight another one. So inclusion means society, Donc, passons à autre chose. L'inclusion, cela signifie, alors attendez, rester sur un encadré. Donc, les processus participatifs veillent à ce que les enseignants et leurs organisations représentatives greater voice in policy. aient une voix plus forte dans la prise de décision en matière de politique. Vous voyez en ligne, Download these and make nous allons donc télécharger ces réponses et on les mettra à disposition des participants. Donc, je les ferai passer sur Twitter et je partagerai ce lien. Prenons un autre exemple. every human being. Wow. Cela veut dire inclure tous les êtres humains. C'est très, très fort. Enfin, cela signifie que tout le monde recevra l'attention qui est nécessaire et le soutien nécessaire pour surmonter les obstacles auxquels il ou elle est confronté. Tous doivent recevoir le soutien afin de participer et atteindre leur potentiel. Il s'agit de soutien, Support they really need. c'est vraiment le soutien qui est nécessaire. Je vous remercie d'avoir participé à cet exercice qui constitue vraiment une sagesse collective. Rwanda. Let's move on. Nous allons continuer. Reaching sustainable development. Alors, le progrès pour atteindre l'objectif numéro 4 des objectifs de développement durable sera assurer une éducation de qualité inclusive et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Bon, nous connaissons le texte, l'objectif numéro 4 par cœur, mais on ne peut pas y arriver à moins que l'inclusion au niveau de la formation des enseignants n'est pas traitée de façon adéquate. Il y a donc matière à améliorer les choses pour veiller à ce que la formation des enseignants soit orientée vers l'inclusion et l'équité. D'après le rapport 2021 de GEM, les profils d'éducation suggèrent que 61% seulement des 168 pays qui ont été analysés offrent un enseignement en matière d'inclusion. 61% seulement des répondants. Et il y a encore plus de défis avec les pays qui sont confrontés à plus de défis. En effet, on voit que 8% seulement des enseignants des deuxième et sixième années signalent qu'ils y ont une composante inclusion. Et en plus, il y a le problème des groupes avec peu d'offres ou qui sont vulnérables, dont par exemple les enfants des migrants ou les personnes en situation de handicap, les LGBT, les peuples autochtones, les minorités ethniques, les pauvres, et la liste est longue.
Tout ceci nécessaire un contexte, des approches particulières. Et d'après le rapport GEM, la demande de formation dans ce domaine et il y a de nombreuses initiatives pour traiter de la diversité qui ont pour origine les enseignants eux-mêmes. Moi, j'ai visité de nombreuses écoles et j'ai rencontré des enseignants dans plus de 30 pays dans le pays. Et lorsque je leur parle, je n'ai jamais rencontré des enseignants qui ne s'intéressent pas à apprendre, qui n'ont pas à cœur d'apprendre. Ils disent, je voudrais soutenir les autres, mais je ne peux pas parce que je n'ai pas les compétences nécessaires pour soutenir les enfants, par exemple, qui parlent des langues différentes ou des enfants qui sont en situation de handicap. Je ne peux pas adapter mon enseignement aux besoins des enfants. Et donc, cet atelier qui porte sur l'équité et l'inclusion. Et dans notre panel, nous allons commencer avec certaines perspectives de notre collègue de la Banque mondiale, qui est basé ici à Rwanda. Et nous allons inviter un collègue du rapport de suivi de l'éducation mondiale pour parler des constatations qui sont faites dans la recherche. Et on entendra parler de M. Sabato, qui est un bénévole qui travaille pour inclure l'équité et l'inclusion dans les programmes au Rwanda. Et on va entendre également Sadia Abbasi du Pakistan et Emmanuel Kouma de l'Ouganda. Alors, nous allons démarrer nos débats avec Frouma, pardon. Je viens d'apprendre que vous travaillez au Rwanda depuis 3 ans déjà. Que fait le Rwanda pour l'enseignement la formation des enseignants à l'inclusion et l'équité? Merci de m'avoir invité. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas, je suis Houma Kidwa et je suis spécialiste avec la Banque mondiale. Je suis à Rwanda depuis 3 ans. Je suis responsable de l'investissement de la banque dans le domaine de l'enseignement primaire. Depuis 2 ans que je suis ici, j'ai été témoin de plusieurs instruments de politique et juridiques qui ont été approuvés et des financements qui ont été modélisés pour l'inclusion et pour une plus grande reconnaissance des pénuries en matière d'équité. Il y a plusieurs évolutions importantes dans la formation des enseignants au cours des dernières années. Je suis très heureuse non seulement de représenter la banque, mais de travailler avec le gouvernement rwandais étant donné pour les aider dans les travaux menés dans ce domaine. Le fait que les partenaires et les bailleurs de fonds peuvent travailler dans cet espace et planifier des projets qui visent des résultats en matière d'équité exprime bien le fait que l'environnement est propice et cela est très important, il faut le reconnaître, parce que dans beaucoup de pays, cela n'existe pas. Le Rwanda nous offre cela, une véritable plateforme qui permet aux partenaires d'intervenir. Alors, il faut reconnaître toutefois que nous devons faire mieux pour ce qui est de la coordination, surtout en termes de ressources pour ce qui est d'identifier les priorités et d'organiser les activités pour arriver à des solutions efficaces. J'aimerais parler davantage de l'inclusion pour les enfants en situation de handicap, mais j'aimerais dire qu'il faut une analyse un peu plus fine, un peu plus nuancée des questions liées au genre. Ce pays est tout à fait unique, étant donné le tissu socio-économique, est très différent des autres pays voisins. Nous avons des conclusions qui sont tout à fait, qui vont à l'encontre de notre intuition pour ce qui est du genre. On voit plus de filles qui commencent l'école, néanmoins, elles ne quittent pas l'école avec le même niveau d'acquis scolaire. Et donc, les acquis scolaires pour les filles sont relativement plus faibles que les garçons, même si elles sont scolarisées en des nombres plus importants. De même, même s'il y a plus d'enseignantes, comme dans beaucoup d'autres pays, elles sont relativement sous-payées par rapport à leurs collègues masculins. Et pas parce qu'il s'agit d'hommes et de femmes, mais tout simplement parce que elles sont surtout dans le secteur primaire et pré-primaire plutôt que les enseignants qui, en règle générale, sont présents au niveau secondaire. Donc, ceci constitue un cycle vicieux. Et ça veut dire qu'au niveau du post-secondaire, les filles sont à la traîne derrière les garçons et elles sont confinées aux échelons inférieurs.
Et le pays reconnaît cet état de fait, ce qui est un très bon aspect de l'environnement politique. Depuis 2 ans d'ailleurs, le gouvernement a petit à petit fait en sorte que des enseignants pré-primaires sont inclus et dont la grande majorité sont des femmes. Et il faut vraiment soutenir ces enseignants à trouver des systèmes de rémunération plus stables et plus équitables. Nous comprenons quelles sont les problématiques, d'ailleurs, liées au genre et pas uniquement dans le secteur de l'éducation. Mais nous avons un portefeuille d'investissement pour le développement humain très important. 25% de notre investissement total, d'ailleurs, est consacré au secteur du développement humain, c'est-à-dire éducation, protection sociale et santé. Et l'éducation, ça va du pré-primaire au primaire, secondaire et jusqu'à l'enseignement supérieur. Et nous avons des dons pour l'inclusion, pour l'équité, pour toute la chaîne d'approvisionnement et pour ce qui est des cibles d'apprentissage pour essayer d'arriver à des résultats plus équitables. Alors, nous avons travaillé depuis quelques années avec le gouvernement et beaucoup de choses ont été faites sur les systèmes de gestion. L'année dernière, le gouvernement a approuvé un ordre présidentiel et ici, le handicap, l'inclusion des enfants en situation de handicap est listée. C'est-à-dire que le même programme soutient d'autres initiatives, dont par exemple faire en sorte que les enseignants du pré-primaire soient inclus dans la grille salariale. Nous avons commencé à investir dans le développement de modules de formation continue, donc avec le Rwanda Education Board et l'Université de Rwanda. Et ces modules au niveau primaire et au niveau secondaire sont en train d'être numérisés pour que ce soit accessible à tous les enseignants, y compris ceux en situation de handicap en service ou hors service. Et le pays va vers un module hybride de formation des enseignants. Donc, c'est très important de reconnaître tous ces efforts. Et en 2019, le gouvernement a ratifié un traité, un mouvement très important qui est mené par les partenaires de la société civile et qui a été soutenu par la Banque pour le plaidoyer. Et nous sommes en train d'aider les autorités rwandaises pour mettre au point un module de diffusion de tous les modèles sur les modèles d'inclusion. Et nous devons faire en sorte que ces engagements soient manifestés sous forme de pratique. On ne peut pas simplement dire que ce soit des instruments juridiquement contraignants. Et certains des travaux avec les écoles normales sont conçus pour améliorer des innovations dans ce domaine. Et ces écoles modèles sont des sites importants pour l'innovation des enseignants et la recherche. Il y a de nombreuses innovations, des conceptions pour le handicap, des formations pédagogiques pour les enseignants qui sont sensibles au genre, mais nous savons qu'il en faut beaucoup plus pour faire en sorte que tous ces efforts s'ajoutent et ne soient pas uniquement discrets. Je sais qu'un grand nombre de décideurs dans la salle écoutent très attentivement à ce qu'ils peuvent apprendre du Rwanda. En termes d'innovation, vous avez donné une longue liste et je suis ravie d'entendre que le gouvernement et la Banque mondiale soutient la valorisation, y compris salariale, des enseignants. Mais si je devais vous demander de signaler une ou deux innovations qui soutiennent l'inclusion, que ce soit en termes d'évaluation. Est-ce que vous pourriez nous en donner une ou deux? Oui, c'est une excellente question, notamment pour le Rwanda. Est-ce que le Rwanda peut offrir à d'autres pays? Je crois qu'il y a eu une tendance par le passé de faire peser le poids de l'inclusion sur l'enseignant dans la salle de classe, que c'est à eux et à leur capacité. Mais qu'en est-il de l'inclusion pour les enseignants? Et je crois que c'est là que nous avons beaucoup d'opportunités
que le Rwanda utilise à plein. Le pays développe un système d'information sur la gestion des enseignants avec un certain nombre de partenaires. C'est un système qui peut être utilisé de façon très efficace pour une planification du déploiement et du recrutement des enseignants, que ce soit en termes de genre, de niveau de capacité, mais aussi de handicap ou autre approche d'inclusion. Nous avons besoin évidemment d'enseignants avec des compétences bien spécifiques. Sans un vrai système de gestion du recrutement et du déploiement, eh bien, on a tendance à perdre des compétences. Quand un système n'est pas efficace, un enseignant formé qui peut, par exemple, lire le braille ou s'exprimer en langue des signes, eh bien, ces investissements sont gaspillés quand ils ne sont pas déployés correctement. Les enseignants n'utilisent pas ces compétences et parfois, y compris, les perdent. Donc, une bonne gestion du déploiement des enseignants est une réforme systématique, c'est une bonne pratique dans le pays et je crois que ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Merci. Alors, nous allons peut-être passer à l'échelle mondiale maintenant. Dans mes remarques liminaires, j'avais parlé de l'intérêt des enseignants pour la formation. Et donc, je voudrais maintenant donner la parole à Daniel April du rapport GEM de l'UNESCO. Daniel, est-ce que vous êtes avec nous? Très bien, merci. Avec un beau sourire, merci d'être avec nous. Ma question est la suivante. Quels sont les défis que rencontrent les enseignants en matière de formation pour assurer l'inclusion en salle de classe? Merci, Purna. Alors, tout d'abord, c'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous pour cet atelier. Comme vous l'avez dit, Purna, en 2015, les pays se sont engagés à une éducation inclusive en 2030, tel que l'indique l'ODD 4, qui en appelle au système éducatif de répondre aux besoins de tous les apprenants, quelle que soit leur identité, leur capacité. Donc, c'est le système qui doit s'adapter à l'apprenant et non pas l'inverse. Et nous pouvons vraiment le voir dans les données, c'est exactement, nous l'avons vu dans les réponses ce matin, tous, ça veut dire tous. Et c'est ça l'éducation inclusive. Et les enseignants, bien entendu, sont en première ligne pour l'inclusion dans l'éducation, puisqu'ils interagissent directement avec les apprenants. Ils ont besoin de compétences spécifiques, bien sûr, mais ils rencontrent également des défis. Et comme Ouma l'a fort bien dit il y a un instant, c'est en particulier la formation, le développement professionnel qui est ici en cause. Et pour ces défis, le rapport GEM identifie 5 principaux défis. Tout d'abord, un manque clair de formation. Comme vous l'avez dit, Purna, vous avez mentionné le rapport qui précise que 61% des pays fournissent une formation sur l'inclusion, soit générale, soit ciblant des groupes spécifiques. En Afrique subsaharienne, on est à 47%, en Asie et en Afrique du Nord, 46%. Donc, ce sont les régions où c'est le moins fourni. C'est donc toujours un besoin. On en parle également dans l'étude Thalys de l'OCDE, le pourcentage d'enseignants qui indique qu'ils ont besoin de formation sur l'inclusion. C'est une des plus fortes augmentations. Depuis 2018, seuls 35% des enseignants, d'après Thalys, expliquent qu'enseigner dans un environnement multiculturel et multilinguistique faisait partie de leur formation. 62% ont dit qu'ils avaient reçu une formation pour enseigner dans des milieux mixtes en termes d'habilité. Donc, c'est souvent considéré plutôt comme un sujet spécialiste qui vise des groupes spécifiques, et notamment les apprenants vivant avec un handicap. Alors, c'est un début, mais il faut élargir, il faut intégrer, parce que l'inclusion, c'est cela.
On l'a déjà dit à plusieurs reprises, tous, ça veut dire tous. Et si l'on se concentre sur des groupes spécifiques, alors on a une catégorisation qui peut même donner lieu à une stigmatisation, une marginalisation, même si l'objectif initial est en fait l'inverse. Le troisième défi identifié, c'est que la formation des enseignants bénéficie d'une concentration sur les valeurs, les attitudes, les croyances. Et ça, c'est important, notamment dans l'étude de l'OCDE. Thalys, il est indiqué qu'un certain nombre d'enseignants considèrent qu'ils ne sont pas en mesure de répondre aux défis de la diversité ou qu'ils ont une attitude mitigée vis-à-vis de l'inclusion. Le rapport GEM indique qu'en Finlande, par exemple, les enseignants spécialisés sans qualification sont plus favorables à l'inclusion que leurs pairs qualifiés. Donc ça joue un rôle important pour les enseignants, pour leurs compétences. Quatrièmement, il y a un manque de suivi sur le contenu de la formation et les résultats. Nouveau-Brunswick au Canada, une pratique clé, c'est que le superviseur effectue un suivi de chaque école sur des indicateurs de performance en matière d'inclusion à l'école et notamment le développement professionnel pour les enseignants, mais aussi les administrateurs, le personnel de soutien et autres. Et enfin, tout dernier défi, les rôles et responsabilités de l'ensemble des intervenants dans l'éducation en soutien au travail des enseignants pour promouvoir l'inclusion varient dans une large mesure. C'est souvent dû à une organisation structurelle trop lourde. Les informations fournies peuvent être une source de confusion et cela a un impact sur les enseignants. Un exemple clé dans le rapport GEM qui illustre très bien ce phénomène, c'est à Haïti, des enfants vivant dans la République dominicaine, de l'autre côté de la frontière, n'ont pas pu s'enregistrer, les familles n'ont pas pu envoyer leurs enfants à l'école sans l'aide d'un contact avec l'enseignant. Et donc l'enseignant était la seule ressource disponible pour aider ces familles. Les enseignants étaient une raison clé pour le maintien de ces enfants à l'école. Donc, les rôles et responsabilités, c'est fondamental. Ça, c'est un processus. Il est important d'aller dans cette direction d'inclusion dans la préparation et la formation des enseignants. Merci. Merci, Daniel, d'avoir très bien présenté les défis rencontrés par les enseignants. Vous avez indiqué que on se concentrait souvent en matière d'inclusion sur des groupes spécifiques, et notamment les enfants vivant avec un handicap. Alors, les pays peuvent-ils considérer l'inclusion comme un principe central dans la formation des enseignants et non pas comme un sujet spécialisé? Oui, tout à fait. Cela a été dit. L'un des principaux défis, c'est que l'inclusion est toujours considérée comme un sujet spécialisé pour des groupes spécifiques, ce qui conduit à une catégorisation et, dans une certaine mesure, à l'exclusion. Donc, le principe d'inclusion, ça doit être pour tous. Et ça, c'est encore manquant. Un examen de la formation des enseignants dans un grand nombre de pays, y compris l'Argentine, l'Éthiopie, le Ghana, la République Lao, la Tanzanie, pour le rapport GEM, ont indiqué que la formation se concentrait principalement en la matière sur les enfants en situation de handicap. Et même les enseignants spécialisés ont tendance à être formés séparément comme des enseignants spécialisés. Et il semble y avoir une approche plus négative de l'inclusion parce qu'il n'y a pas de collaboration réelle. Donc, malgré cela, plusieurs pays ont adopté des démarches vraiment intéressantes à la formation des enseignants qui incluent l'inclusion de façon très large. Et je voudrais vous donner quelques exemples des innovations, des bonnes pratiques. Par exemple, au Ghana, un champion en matière d'éducation inclusive, qui a des politiques très fortes en la matière, vise à ce que toutes les formations pour les enseignants
permettent d'avoir une formation sur l'inclusion en matière de diversité en salle de classe pour qu'il y ait des stratégies, des compétences pour l'enseignant pour qu'il puisse répondre aux besoins de tous. Les enseignants sont également formés à l'évaluation des difficultés spécifiques pour un environnement plus inclusif. Non, non, allez-y, continuez, continuez. Oui, si j'ai le temps, peut-être encore quelques exemples. Un exemple, allez, un dernier exemple qui sera vraiment marquant et qui les incitera à lire tous les autres dans votre rapport GEM. Par exemple, en Namibie, le principe d'inclusion vise à être inclus dans tous les programmes de formation des enseignants et les unités de soutien aux enseignants qui ont été mises en place dans le supérieur pour fournir des cours de développement de l'enseignant. Également, pour que l'inclusion soit comprise au sens large, il faut également une législation en la matière. Et ça c'est encore une lacune. Un très faible pourcentage de pays ont une législation en la matière. Ils ont surtout des politiques en matière d'inclusion et d'enseignement de l'inclusion pour les enseignants. 40% des pays ont une formation en matière d'inclusion, mais dans le cadre législatif, la définition d'inclusion est fondamentale pour que la formation des enseignants puisse être aussi large que possible et inclure réellement tout le monde. Merci. Merci, Daniel. Est-ce que vous pouvez partager la référence et le lien pour le rapport GEM en ligne pour que les participants puissent s'y référer? Alors, nous avons entendu la Banque mondiale, nous avons entendu GEM et Houma a également parlé de réformes en matière de politique. Et j'ai maintenant le plaisir de présenter Jean-Claude Sabato, qui est un coordinateur pour l'éducation pour les besoins spécifiques, qu'on appelle un SNECO, au Rwanda. Alors, votre intitulé n'est pas immédiatement clair. Quel est votre rôle spécifique en tant que coordinateur en la matière? Merci. Alors, je suis un volontaire national qui travaille comme coordinateur pour l'éducation de besoins spéciaux au Rwanda. Et il s'agit d'un projet pour l'enseignement qui est mis en œuvre par un fonds avec VSO, les VSO et le British Council. Un volontaire est déployé dans chaque district et l'inclusion dans la pratique de l'enseignement signifie inclure tous les élèves dans un cours, dans une classe. Il s'agit d'équité en apportant un soutien supplémentaire aux enfants qui ont le plus de besoins, et ceux en particulier qui ont des difficultés d'apprentissage ou des handicaps. Et il s'agit de renforcer les capacités des enseignants pour mettre en place des pratiques inclusives d'enseignement. Comment le faisons-nous? Le Rwanda a un plan stratégique en matière d'éducation qui indique que chaque école doit disposer au moins d'un enseignant compétent en éducation inclusive qui doit lui-même ou elle-même soutenir ses collègues en la matière. Et il faut développer donc ces pratiques d'enseignement inclusif et soutenir ses collègues. Le projet permet une communauté de pratique pour les enseignants au niveau de chaque établissement scolaire et un milieu qui soutient les collègues. Les enseignants focaux doivent travailler avec les autres enseignants pour renforcer leurs capacités. Et ce sont les enseignants qui ont les meilleurs résultats
qui facilite également des réunions mensuelles avec les collègues. Et finalement, le SNECO doit développer une relation positive avec les enseignants et répondre à leurs besoins et aux défis rencontrés. Merci. Merci. J'ai d'ailleurs eu le plaisir de vous voir en action, de voir comment vous soutenez l'inclusion et l'équité et comment vous soutenez les enseignants sur ces questions. Lorsque nous parlons du nouveau rôle, vous êtes en fait le premier groupe dans le système qui s'occupe de ce rôle. Quels défis avez-vous rencontrés dans votre soutien aux enseignants et quelles leçons en tirez-vous pour le Rwanda? Est-ce que vous pouvez donner quelques indications aux personnes dans la salle? Merci. Eh bien, les enseignants ont adapté leurs pratiques d'enseignement. Par exemple, les enseignants ont donné le sentiment aux élèves d'être inclus, d'être en sécurité, d'être valorisés en répondant de façon positive à toute réponse de l'élève. Ils ont également fait un meilleur usage des matériels pédagogiques en faisant une distinction dans les méthodes d'enseignement et d'apprentissage dans les classes. Ils ont augmenté leurs connaissances en matière de handicaps divers et ont développé leur capacité à évaluer les besoins spécifiques des enfants en difficulté. Ces informations ont été collectées auprès des parents et autres membres de l'entourage. Ces informations pertinentes sont incluses dans un formulaire et cela a permis d'augmenter l'équité dans la pratique d'enseignement. Pour soutenir la reprise dans l'enseignement, nous avons également collaboré avec les écoles et les communautés pour faire en sorte que les enfants avec des difficultés soient scolarisés, apporter un soutien aux enseignants pour mettre en place le programme du gouvernement à l'échelle de leur établissement. Donc, pour soutenir le changement, il faut que cela soit pleinement intégré au système éducatif et cette position est donc soulignée dans la politique de 2019 en matière d'éducation en réponse aux besoins spéciaux. La formation des enseignants focaux a dû être étendue à l'ensemble des écoles. De meilleures pratiques sont soutenues par les SNECO. Il est important pour les enseignants focaux en matière d'inclusion d'avoir le soutien du ministère et des organes éducatifs. Merci. Je vois beaucoup de gens dans la salle qui hochent la tête et c'est un bon signe. Je suis sûre que tout le monde a pris bonne note de l'extension de ce programme et du rôle du ministère. Donc, nous n'avons pas beaucoup de temps et nous avons beaucoup de questions, beaucoup d'interactions. Donc, je voudrais maintenant donner la parole aux enseignants et poser les questions à Emmanuel. Est-ce que vous êtes en ligne? Si vous êtes en ligne et disponible, est-ce que vous pouvez simplement nous dire bonjour? Bon, quelques petites difficultés d'Internet. On parle d'équité et d'inclusion. C'est juste une barrière à l'inclusivité. On voulait que des enseignants puissent faire entendre leur voix dans ce forum. Si vous n'êtes pas en ligne ou si vous rencontrez des difficultés de connexion. Emmanuel, voici ma question. Veuillez décrire votre rôle en tant qu'enseignant contact pour l'inclusion. Bonjour pour ceux d'entre vous qui ne me connaissaient pas. Je suis enseignant et votre interprète s'excuse, mais la qualité du son fait que c'est quasiment impossible d'interpréter. Nous avons une école et je suis donc enseignant contact pour l'inclusivité. J'enseigne l'inclusion et
j'aide à identifier les enfants qui sont en situation de difficulté scolaire. L'identification se fait au moyen de questionnaires qui se fondaient qui sont axés sur ou vers des enfants qui sont en situation de handicap. Et l'interprète excuse humblement, mais le son ne permet pas d'interpréter correctement. Et donc, interprétation impossible. Une fois de plus, les interprètes s'excusent, mais la qualité du son ne rend pas une interprétation possible. For all the learners. I also mentor teachers on how to refer these children to different partners who support children with disabilities like humanity and inclusion, and then stakeholders like the district officials on education department, and then at the hospital facilities. As a teacher, I also promote social environment for all. En tant qu'enseignant, je fais la promotion d'un environnement social pour tous. Comment est-ce qu'on s'y prend dans les écoles? Par des réunions, des assemblées avec le corps enseignant, le personnel enseignant, les enfants et dans les clubs. Nous accentuons le fait d'avoir une attitude positive envers des enfants en situation de handicap, le respect de la dignité de ces enfants. Nous traitons également le problème du harcèlement dans l'école, surtout pour les enfants handicapés. En tant qu'enseignant point contact, je fais du plaidoyer pour l'accessibilité dans le cadre scolaire et même au niveau communautaire. Et donc, ce plaidoyer est mené au-delà de l'école. Nous parlons avec la direction de l'école pour ce qui est de la construction des rampes d'accès aux salles de cours et aux toilettes, c'est-à-dire pour tout ce qui permet l'accès aux installations physiques. J'ai eu la possibilité également de changer le contenu de l'apprentissage de sorte à ce que soit adapté aux intérêts de tous les enfants, surtout ceux qui sont en situation de handicap, pour qu'ils puissent vraiment bénéficier d'un apprentissage inclusif. Merci, Emmanuel. Je reviendrai vers vous. Je voudrais vraiment qu'on essaye de passer en mode interactif et nous avons encore un intervenant à écouter, mais je reviendrai vers vous. C'est très intéressant de savoir que vous utilisez le langage des signes pour s'assurer que tous les enfants en situation de handicap soient inclus et que vous étendez ces efforts au niveau de la communauté. J'aimerais maintenant, je suis moi-même de l'Asie du Sud, je suis né au Népal. J'ai un enseignant en ligne avec nous qui est au Pakistan. Sadia Abbasi est enseignante au Pakistan. Sadia, êtes-vous en ligne? Est-ce que vous m'entendez?
Ma question est, pouvez-vous décrire votre pratique pour le soutien psychosocial pour les élèves qui ont des besoins spéciaux, surtout dans le contexte sanitaire? Bonjour à tout le monde, ici Chassia. Tout d'abord, j'aimerais vous saluer tous. Je suis enseignante, je suis pakistanaise et je suis VSO depuis, enfin donc bénévole depuis l'année dernière. En tant qu'enseignante, je suis responsable pour soutenir le soutien aux élèves en situation de handicap et pour leur accorder le soutien supplémentaire dont ils ont besoin. Et il y a plusieurs catégories d'élèves. Alors d'abord, il y a le handicap intellectuel. Avec un QI inférieur à 70. Donc, ils ont des difficultés à comprendre les fonctions essentielles de la vie. Et ils ont des difficultés avec des tâches très simples comme se laver les mains. Et j'avais un élève avec des difficultés intellectuelles. Il ne pouvait pas comprendre, il ne pouvait pas s'exprimer, et même auprès de sa famille. Mais il adorait la musique et quand il écoutait la musique, il pouvait bouger, il pouvait sourire. Donc, il fallait trouver le moyen de lui dispenser un enseignement. Donc, j'ai conçu une activité à base de musique. J'ai pu donc suivre une formation moi-même et j'étais très reconnaissante parce que ça m'a donné la possibilité de mettre au point des activités pour les soutenir pendant la pandémie. Tout d'abord, j'ai conçu une activité à base de son avec quelque chose qui rime. Par exemple, sur WhatsApp ou sur un appel vidéo. Je disais S, F, A, B, c'est ball ou bille, B, enfin l'équivalent en anglais. Et il souriait, il bougeait, il faisait des gestes, il était très content. Et il essayait de répéter ce que je disais, il essayait de bouger comme moi, de faire les mêmes mouvements que moi. Et donc, je pouvais avoir ce lien sur WhatsApp ou sur d'autres liens. Et ça m'a permis de soutenir des élèves en situation de handicap, mais surtout les handicaps intellectuels. Thank you. Thank you. Merci, Sazia. C'est une histoire extrêmement émouvante et ça nous inspire le fait que vous avez pu obtenir des sourires de cet élève. Emmanuel, on revient vers vous. Vous pouvez décrire votre pratique, ou plutôt comment est-ce que la pandémie a affecté votre pratique inclusive. Vous avez parlé de l'utilisation du langage des signes, vous avez parlé d'autres outils, mais comment est-ce que la pandémie a eu un impact sur vous, pour ce qui est de l'inclusion des élèves qui sont en situation de handicap? Oui, la pandémie s'est fait sentir dans ma pratique. Tout simplement parce que mon interaction avec les enfants en situation de handicap a été plus limitée, surtout pour ce qui est de ceux avec qui on communique par le langage des signes.
parce que c'était fait à distance. We move for home learning. At times, the schedules that I have with children on home learning may not Et, et certaines des sessions qui n'étaient pas possibles de façon virtuelle vu les distances. and then which limits the interaction. And then the lockdown Et puis en période de confinement, had made some stakeholders to have negative attitudes, certaines des parties prenantes ont especially in the eu des attitudes assez négatives, même les enfants. community and then Ils ne se sentaient plus comme faisant partie de la communauté ou pouvant apprendre à la maison. Et, disabilities. et les enseignants qui ont une certaine compétence auprès des enfants en situation de handicap n'ont pas bien utilisé leur temps pour aider ces enfants dans ces communautés. Are not helped in the community. Et puis, ces enfants, souvent, ne sont pas soutenus ou aidés par la communauté parce que en Ouganda, nous avons des écoles spéciales pour ces enfants et la zone dont moi je suis originaire, il n'y a pas d'école de ce type. Et donc, ces enfants, en période de confinement, n'ont reçu aucune aide. Education needs enough learning and teaching materials. Et puis, nous n'avons pas toutes les fournitures, tout le matériel nécessaire pour les enfants qui ont des handicaps assez sévères. I also had the fear of conducting the COVID-19 because Et puis, bien sûr, j'avais peur de tomber malade negative attitude parce que dans les communautés, il y a une attitude négative envers le Covid, mais qui consiste à dire que ça n'existe pas. Et moi, me déplaçant dans la communauté, bien sûr, je craignais d'être contaminé moi-même. Mais la pandémie m'a permis d'apprendre que le fait d'enseigner, le fait d'apprendre, where learning and teaching can take place anywhere at any time. c'est quelque chose qui peut avoir lieu partout et tout le temps, quel que soit le cadre, qu'on soit dans la communauté, qu'on soit dans une... Où que l'on soit, on peut dispenser un enseignement, on peut apprendre. Et puis la pandémie m'a donné la possibilité d'avoir un rapport direct avec les parents et de faire de la promotion de l'inclusion pour les enfants en situation de handicap. Parce que ça m'a permis de donner aux parents des tâches pour les enfants en fonction de leurs intérêts, leur niveau de capacité. Being where they stay and then helping parents in some light domestic work. I also have opportunity J'ai aussi eu la possibilité de sensibiliser les parents sur la question de l'accessibilité. that accessibility is majorly in the school setup. Ils ont tendance à penser que l'accessibilité, ça ne concerne que les écoles. Et plutôt que de voir ça comme un problème qui se pose partout, que ce soit à l'église, à la mosquée ou sur la place du marché. To sensitize the parents on accessibility Donc, j'ai eu la possibilité de sensibiliser les parents sur l'accessibilité. and then use of the local leaders like Et puis de passer par les leaders locaux, que ce soit les imams ou les pasteurs et ainsi de suite. Et also made me to inform the parents la pandémie learning m'a permis de faire passer le message auprès des parents que l'apprentissage inclusif where the home learning is to take place. dépend également des familles, où qu'elles soient. Merci, il y avait une pause. Je croyais que j'avais terminé. Je vous inviterai à terminer. Si vous voulez bien terminer. Et puis, tout à l'heure, on reviendra vers vous pour des questions parce qu'il y a beaucoup de questions qui nous viennent. Merci. I was on saying Je disais donc que
pour les parents et sur la question de l'accessibilité dans les églises et les mosquées et sur les marchés. Certains parents, en fait, ont changé leur attitude et sont devenus moins négatifs envers le problème du handicap. Merci. Vous nous avez donné matière à réflexion et on le voit bien avec les questions qui sont posées par les participants et qui nous viennent en ligne. Vous avez parlé du rôle que vous avez joué pour ce qui est la sensibilisation face à la situation négative et à la vaccination et quant à la diffusion d'informations, une fois de plus, pour sensibiliser les parents. Et vous avez parlé également du fait que l'apprentissage n'est pas confiné au strict cadre scolaire, mais l'apprentissage a lieu partout et est possible partout. Je vois qu'il y a toutes sortes de commentaires qui nous viennent si vous participez en ligne et si vous êtes ici en salle. Veuillez prendre note de vos commentaires. J'ai une dernière question pour les intervenants et ensuite on passera aux questions. Dernière question qui est destinée à Shazia. Qu'est-ce qui vous a aidé à préparer et améliorer votre pratique pour répondre aux besoins des filles, surtout celles qui sont déscolarisées, enfin qui ne vont pas à l'école? Yes, of course. The pandemic situation of COVID-19. Bien sûr, la situation avec la pandémie The students, there was a lot of difficulties. a entraîné toutes sortes de difficultés pour l'enseignement et pour la prise en charge des élèves. The pandemic of COVID-19 through the different activities and through Et the j'ai organisé des activités et j'ai mis en place différentes stratégies. COVID-19 Nous savons tous que situation, schools, academies were closed. qu'il y a eu des fermetures d'écoles pendant la pandémie Still, the people need extra help and et je extra pense support que from their teachers. il fallait au contraire donner un soutien supplémentaire de la part des enseignants. The pandemic time, I designed different activities. J'ai donc conçu plusieurs activités I post to my students and I connect with telephonic calls. I connect et je les ai joints par le téléphone, par Internet. I almost that was the ways to use the J'ai utilisé and I created some tous les moyens possibles for my et j'ai créé des activités spéciales pour les élèves created different activities and related their subjects. qui se rapportant au sujet enseigné. This page that through post, as I said, through WhatsApp, as I said, through parents and their elders. I could Et not connect with internet through WhatsApp, through telephonic je ne calls. pouvais pas forcément être sur WhatsApp pour utiliser des histoires ou des alphabets. Experience become a part of VSO. I feel Mais maintenant, je veux faire partir de VSO in my parce que là, j'ai vu beaucoup de changements positifs dans ma pratique parce que ça m'a permis en fait de renforcer mes compétences VSO's activity. et parce que je veux, Contribution is too good for those girls enfin, la contribution de VSO, c'était pour les filles qui étaient déscolarisées et en raison de la pandémie whatever ou pour des raisons personnelles, classes les VSO communities. leur ont permis de faire des cours de rattrapage et je pense que c'est la meilleure façon de traiter le problème des filles tout particulièrement. I like most that type of activity and I am the part Donc, je fais partie de cette offre qui essaye de leur apporter un peu de positivité. Vous avez terminé? Vous avez terminé? Sazia? Sadia. Bon, je crois que vous avez terminé. Très bien. C'est un petit peu difficile parce que je ne vous vois pas en fait. Je vous entends mais je ne vous vois pas. En tout cas, merci beaucoup.
Alors, en tant qu'enseignant, je dois respecter les horaires. Je crois que pour l'instant, nous le faisons. Je vais inviter mon comodérateur en ligne aux États-Unis. James, j'espère que vous arrivez à vous concentrer parce qu'il est minuit chez vous. Alors, quelles sont nos responsabilités en tant que co-coordinateur pour ce groupe thématique sur l'inclusivité? De ce que nous avons entendu, comment pouvons-nous en faire bon usage? Merci. Alors, tout d'abord, la première chose qui m'a frappée, c'est la richesse et cette sagesse collective dont vous avez parlé sur qu'est-ce que l'inclusion, c'est la participation, c'est répondre aux besoins de tous, apporter un soutien pour que chacun puisse atteindre son plein potentiel. Huma de la Banque mondiale, en particulier, nous a parlé de pratiques très prometteuses pour les structures de carrière des enseignants, le développement professionnel, des écoles modèles et dans l'esprit d'innovation et également des domaines d'innovation dans le déploiement des enseignants. Daniel nous a parlé d'inclusion. Inclusion, c'est pour tous. Et comment traiter la question de la variabilité, de la diversité dans la formation des enseignants, comment intégrer dans des politiques au plus haut niveau cette question de l'inclusion en formation initiale comme en formation continue, et comment avoir plus de cohérence en matière de rôle et responsabilité pour répondre aux besoins de ceux qui viennent apprendre en salle de classe. Alors, l'inclusion pour tous, ça c'est quelque chose qui a été répété. Les coordinateurs pour les besoins spéciaux au Rwanda, en particulier les champions dédiés, le renforcement des capacités des enseignants, l'intégration des idées sur l'apprentissage différencié dans la formation. Et Shazia nous a parlé du rôle des technologies mobiles et des outils novateurs pour mitiger l'impact du Covid. Et malgré le Covid, continuer à faire ces visites à domicile, engager les parents pour les amener à connaître ces pratiques d'évaluation, de tutorat. Et ce que je dirais aux politiques, c'est de continuer à réfléchir au développement du manuel développé par la TTF. Nous avons parlé de recrutement, de politique de formation, de déploiement, de structure de carrière, conditions de travail, rémunération et gouvernance et redevabilité. Je crois que les attributs de toutes ces politiques sont clairs. Maintenant, il faut les intégrer aux politiques et éduquer par le biais du développement professionnel dans les programmes de formation des enseignants et dans les salles de classe partout dans tous les pays. Merci. Merci, bravo. Donc, inclusif et équitable, principe intégré partout. Question que nous avons en ligne, en particulier pour nos panélistes. Merci d'être très bref, parce que je pense que vous pourriez passer une journée à nous expliquer votre enthousiasme, mais malheureusement, nous n'avons pas toute la journée et nous devons nous en tenir au temps qui nous est imparti. C'est ma seule crainte, parce que l'horloge ne va pas nous attendre. Alors, tout d'abord, Liv Laurie, à Daniel April. Les enseignants dans les écoles pour apprentissage spécial ont souvent une vision négative de l'inclusion. Comment pouvez-vous la modifier? Merci. Merci pour cette question. Les enseignants ont habituellement des attitudes positives de manière générale vis-à-vis de l'inclusion, mais ils ont souvent aussi des doutes sur la faisabilité de l'inclusion. Ils peuvent peut-être ne pas croire que l'inclusion est possible dans beaucoup de cas, ou même qu'elle soit souhaitable. Ils peuvent avoir également des idées très établies sur le potentiel d'apprentissage des élèves, et une partie est due peut-être au fait que les enseignants ne sont pas immunisés contre les stéréotypes.
Et les stéréotypes sont véritablement négatifs pour l'apprentissage des enseignants. Nous avons que, par exemple, en Italie, les filles qui avaient des enseignants en sciences, qui avaient des préjugés, réussissaient moins bien en sciences. Et la formation des enseignants a un impact. Cela a été dit dans le cas de la Finlande. La formation des enseignants doit vraiment traiter ces questions, les préjugés vis-à-vis de certains étudiants qui ne seraient pas capables d'apprendre certaines choses. Et il faut en débattre, il faut détruire ces mythes en bonne pratique. Simplement pour clore mon intervention, par exemple en Palestine, le plan du secteur éducatif vise à s'assurer qu'il n'y ait pas de stéréotypes de genre et que la non-discrimination et les droits de l'homme soient vraiment inclus. Au Laos également, c'est la même chose. Il y a des normes éthiques des enseignants pour éradiquer tout stéréotype négatif vis-à-vis, que ce soit des femmes, de groupes ethniques, de personnes en situation de handicap ou autres groupes désavantagés. Donc, il y a une attitude positive, mais parfois des doutes. Merci. Merci pour cette contribution. Je voudrais maintenant donner une question à la Banque mondiale. Vous avez ces réseaux d'éducation inclusive et la pratique dans les communautés. Le fait qu'aujourd'hui, avec l'Internet, les enseignants ont de plus en plus accès à l'Internet et sont dans des réseaux de pairs et de soutien mutuel, notamment vis-à-vis des élèves avec des besoins spéciaux, sur le plan qualité. Comment est-ce que tout cet apprentissage, toute cette innovation des réseaux peut être évaluée et passer à une plus large échelle? Merci. C'est une question très importante. Je crois qu'il faut qu'il y ait des normes et des réglementations qui puissent également informer les réseaux, parce que les réseaux sont un outil qui permet la dissémination et la diffusion des bonnes pratiques, mais ça peut n'avoir aucun impact si ce n'est pas influencé par un système qui communique sur les normes et partage les ressources. Donc, sur le plan système, les gouvernements, les agences, les organisations, il faut qu'il y ait un processus d'orientation pour l'apprentissage par les pairs. Au Rwanda, il y a beaucoup d'efforts de développement de plateformes d'apprentissage en ligne qui sont conduits par le ministère de l'Éducation et les orientations qu'il donne. Donc, ces systèmes, ces réseaux doivent être bien informés des pratiques et des ressources. Laisser simplement les enseignants se débrouiller avec leurs appareils, eh bien, ça peut fonctionner, mais il faut aussi orienter ces réseaux d'apprentissage par les pairs. Merci. Je voudrais donner la parole aux gens dans la salle. Y a-t-il des questions? Je vois 4 demandes d'intervention. On va continuer et on va commencer ici, de ce côté. Avec un micro, s'il vous plaît. Et merci de vous présenter. Et merci également d'indiquer à qui s'adresse votre question. Merci, je m'appelle Espérance, je travaille pour le British Council au Rwanda. C'est une question d'ordre général sur l'inclusion. L'éducation en tant que concept ou système a beaucoup évolué dans le temps. Aujourd'hui, on parle d'intégrer les technologies dans l'apprentissage et l'enseignement. Et ma question est la suivante. Je voudrais savoir comment le concept d'inclusion a évolué pour répondre aux besoins, aux besoins modernes en termes d'innovation. Merci. Je vais prendre plusieurs questions et je pense que cette question est plutôt pour Daniel.
Alors, une autre question. Alors, je vois là 2 personnes. On va vous prendre dans cet ordre. D'abord vous et puis monsieur derrière. Mohamed Rabet, conseiller en matière de réforme en Égypte. Je voudrais souligner que l'inclusion est en elle-même multidimensionnelle. Il y a le côté demande et le côté offre. Du côté offre, cela exige beaucoup de ressources et d'investissements. Il faut des solutions qui soient efficaces au regard du coût. Nous voyons qu'il existe une infrastructure pour équiper les établissements, des infrastructures physiques, il faut des toilettes, il faut des salles spéciales. Et du côté humain, il ne faut pas uniquement former les enseignants, mais aussi tout le côté administratif, les travailleurs sociaux, etc. Pour faire tout ceci et le faire bien, eh bien, on ne peut pas fournir à toutes les écoles une infrastructure d'inclusion et former tout le monde. Parce que certaines écoles peuvent, pendant 10 ans, ne pas avoir un seul élève correspondant à un besoin spécial spécifique. Donc, nous fournissons à chaque district qui gère 10, 15, 20 établissements scolaires les ressources qui peuvent ensuite être déplacées. Par exemple, les rampes d'accès qui peuvent être partagées entre écoles. Si une école spécifique, à un moment donné, a besoin de cet équipement, eh bien, l'équipement est là, il peut être fourni. Et nous avons ces unités de personnes formées qui peuvent eux-mêmes former les enseignants qui sont appelés à s'occuper d'un élève avec un besoin spécial particulier, spécifique. Et donc, cette formation est spécifique et donc efficace. Et donc, ça, c'est le côté offre. Et ensuite, vous avez le côté demande. Nous essayons d'avoir une sensibilisation vis-à-vis des parents de tout enfant en situation de handicap pour les convaincre d'envoyer quand même leur enfant à l'école et pour les convaincre que leur enfant a la capacité d'apprendre, mais peut-être de façon différente. Oui, tout dernier point. Oui, juste une dernière phrase. Cette sensibilisation est aussi pour les parents des autres élèves à l'école pour qu'ils acceptent un enfant en situation de handicap avec leurs propres enfants à l'école. Et nous avons une assistance pour l'enseignant qui est chargé spécifiquement de cet élève. Merci. Merci. Désolée de vous avoir interrompu. Je sais que nous sommes tous des éducateurs passionnés, mais je voudrais vous rappeler d'être succinct. Monsieur derrière, et ensuite une autre question, et je vais ensuite donner la parole pour répondre. Monsieur qui est là, en masque rouge. Merci. Bonjour, je suis Nalma Mayayo. Je suis personnel universitaire à Kigali. Alors, je m'exprime au nom de plusieurs établissements scolaires. Je m'occupe de formation professionnelle et ces écoles ont beaucoup d'opportunités pour des personnes en situation de handicap. Les compétences pratiques sont plus faciles à acquérir que les compétences théoriques.
Et il y a un grand nombre de personnes en situation de handicap qui ne s'inscrivent pas pour une formation professionnelle. Quelles sont les organisations que font les organisations internationales pour changer la mentalité des parents, pour aider ces personnes vulnérables à s'inscrire dans des établissements d'enseignement technique et professionnel? Et puis, s'inscrire, c'est une chose, mais même ceux qui s'inscrivent, souvent quittent l'établissement rapidement. Et nous avons des exemples d'élèves qui viennent en classe et puis au bout de 2-3 mois, on ne les voit plus. Oui, alors une question seulement, parce que nous parlons d'équité et d'inclusion et je dois donc être équitable. Alors, si vous avez d'autres questions, nous avons un réseautage et vous pourrez également en faire usage. Merci. Damien, et ensuite je viendrai vers vous. Bonjour, je suis Damien Gregory, éducation inclusive et conseiller technique au Rwanda. Quelles sont les démarches réalistes en matière de formation et de déploiement des enseignants pour les enfants en situation de handicap sévère, donc dans ce modèle intégré où l'élève avec les handicaps les plus sévères peuvent être scolarisés? Quelle est la démarche qui permet aux enseignants d'avoir ces connaissances spécialisées pour ces élèves? Par exemple, un enfant totalement sourd et qui aurait besoin d'un enseignant connaissant la langue des signes. Est-ce que vous avez quelques idées sur cette question? Alors, dernière question, monsieur au fond, et ensuite, nous allons donner la parole aux panélistes pour répondre. Bonjour, Alphabet de Gambie. Ce qui m'intéresse particulièrement, c'est l'expérience du Rwanda et d'autres intervenants. Je pense à notre participante du Pakistan pour ce qui est de l'éducation inclusive et des difficultés d'apprentissage. À partir de quel moment commencez-vous à identifier et déterminer les enfants qui ont des besoins spéciaux? Et comment vous collaborez avec les communautés et autres parties prenantes pour ce qui est du dépistage des enfants avec des difficultés d'apprentissage? Parce que nous souhaiterions avoir des exemples de bonnes pratiques. Merci. Merci beaucoup. Alors, nous avons entendu plusieurs questions. Nous avions une question sur le concept d'inclusion qui lui-même évolue. Damien, est-ce que vous voulez répondre? Daniel. Yes. Tell me. Oui, c'est Daniel. La question sur le concept de l'inclusion, concept qui évolue. Pour nous, l'enseignement inclusif est un processus et dans beaucoup de systèmes éducatifs aujourd'hui, il n'y a rien en place pour prendre en compte une éducation complètement inclusive. Et on est obligé de s'adapter à tous les besoins. Mais dans la vision d'une éducation inclusive, tous les enfants, quelle que soit leur vitesse ou leurs besoins d'enseignement, seraient assis les uns à côté des autres. Mais comme on l'a dit, ceci nécessiterait beaucoup de dimensions, des programmes flexibles, des enseignants formés, une conception universelle de l'apprentissage. Donc l'éducation inclusive, ça doit être
compris comme étant un processus et un processus qui évolue tout le temps. Et c'est pas un objectif absolu. Il faut comprendre que c'est un processus qui se déroule. Et puis il y avait une autre question sur, enfin, de savoir si c'est réaliste ou non. Il faut s'y atteler, avancer, voir ce qu'on peut faire dans l'instant. C'est pas forcément coûteux, par exemple, adapter un programme flexible. C'est une pratique qui ne coûte pas cher. Alors, essayons de voir ça comme vraiment un processus qui se déroule. Merci. Ensuite, la question suivante était sur le fait que il y a un aspect multidimensionnel côté offre. Et troisième question portait sur les enfants avec des handicaps lourds. Comment faire en sorte que ces enfants puissent recevoir une éducation? Est-ce que l'un de nos intervenants voudrait tenter de répondre à cette question? Donc, pour les enfants avec des handicaps lourds dans une école, par exemple du point de vue du VSO, des bénévoles, ou comment créer le fondement, les enseignants point contact peuvent aider de la façon suivante. Nous faisons une évaluation avec des stades. Stade 1 porte sur ce qu'on fait. Alors, première chose à faire, c'est réponse à un questionnaire par les parents pour les enfants qui sont en primaire. Et ces questionnaires comprennent des informations sur l'enfant par rapport au système scolaire là où cette famille vit. Et ensuite, à l'école, les enseignants font leur propre observation de l'enfant. Et les enseignants peuvent relever les choses qui doivent être traitées. Suite à cela, les enseignants peuvent élaborer une stratégie pour le soutien nécessaire. Si ces stratégies n'aboutissent pas, alors à ce moment-là, on passe à une évaluation au niveau de l'école. Et là, il s'agit donc d'enfants qui ont des handicaps lourds et on peut inviter des professionnels à donner un avis d'expert et à évaluer cet enfant. Et suite à cette évaluation, l'équipe professionnelle peut fixer un objectif intelligent pour ce qui peut être fait pour ces enfants. Ceci permet d'aboutir à un programme de soutien. En ligne, il y a toutes sortes de commentaires. Je reviens à votre question. Beaucoup de choses sont dites sur le fossé numérique, par exemple de Sandrine, qui nous rappelle des disparités pour ce qui est de l'accès et donc l'inclusion. Et comme Daniel l'a dit, quand on parle d'inclusion au sens large, pas uniquement pour les enfants en situation de handicap, il y a toutes sortes de formes de marginalisation, par exemple une fille qui vit dans une zone rurale, les mariages précoces, la dimension du genre, la pauvreté. Donc, il y a tellement de facettes, il faut le reconnaître. Donc, quand on compare l'inclusion, c'est pas tant que on peut pas avoir une taxinomie et dire voilà qui est inclus, qui ne l'est pas. Ensuite, on parle des besoins spéciaux. Je déteste cette expression. C'est pas un besoin spécial, c'est le droit de l'enfant. L'enfant a le droit d'avoir un environnement d'apprentissage qui soit inclusif et sûr. Et je reviens aux questions qui ont été posées, surtout pour les VSO, les volontaires. Et la question est, que faire face aux abandons? Et la question d'Agambie, quand est-ce qu'on démarre l'évaluation?
Je pense qu'on va revenir vers Emmanuel. D'après vous, quand le meilleur moment pour identifier cela? Pouvez-vous nous en dire plus? Comment vous identifiez la prévalence des handicaps? According to Ugandan law, a child is Sous la loi ougandaise, un enfant doit commencer sa scolarité à l'âge de 6 ans. supposed to enroll at the age of 3. Et en primaire, c'est l'âge de 3 ans. When the teacher Donc, l'enseignant qui est point focal, qui est point de contact, at the age of 6, because donc je m'intéresse aux enfants à partir de l'âge de 6 ans, primary level, parce que je ne travaille pas au niveau pré-primaire. I engage the school Donc, management committee j'encourage le comité de gestion de l'école in the district and then other partners, parents also, to identify et les parents également à aider à identifier ces enfants. one group of questions Alors, on a before une série de questions of questions helps to identify et ces questions servent child à identifier where the child has difficulties in personality. les enfants et surtout les difficultés. Of questions, Et there are a set of questions il y a une série de questions of personality. qui portent sur la personnalité. Does the child hear? If the parent says yes, Et at what si is it? les parents répondent par l'affirmative, If the parent says no, enfin, il y a une taxonomie en fonction de si les parents disent oui ou non. Et votre interprète s'excuse, le son rend l'interprétation très difficile. Donc, après avoir identifié ces enfants grâce à cette série de questions dites de Washington, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Merci, excellente réponse qui est parfaitement claire. Il nous reste encore 2 minutes. Essayons maintenant de distiller tout ce que nous avons entendu. Comment est-ce que, quel est le mot, l'expression qui permettrait de résumer tout ce qui a été dit? J'ai demandé à mon collègue du secrétariat de nous donner un mot ou une expression qui résumerait tout ce qui a été dit pendant cette session. Peut-on essayer cela? Vous voulez nous projeter à l'écran? Et je voudrais annoncer quelque chose. Votre session plénière cet après-midi aura lieu ici à 11h30 heure de Kigali. Donc il nous reste encore 1 minute, alors vous pouvez continuer. Si vous êtes sur la plateforme, vous pouvez utiliser le même code pour soumettre votre suggestion. Voila. So here you go. Or you need to change the presentation. Alors, il faut changer l'intitulé sur le Mentimeter. Okay. So what I suggest, just project. Okay. Can you do that? If there is a technical problems, S'il y a un problème technique, contribute and vous pouvez quand même contribuer et je garderai le Mentimeter ouvert. Est-ce que vous pouvez simplement nous montrer le code? Et quand vous avez le temps, donnez-nous un mot ou une expression, enfin un mot qui récapitule cette session. Il est 11 heures précises. J'aimerais lever la séance et je suis très conscient de l'heure. J'aimerais qu'on applaudisse tous ceux qui nous ont rejoints à distance et les membres du panel. Et surtout, on remercie les enseignants et les volontaires qui sont vraiment les héros qui travaillent dans l'ombre.
et très belle participation. Vous avez été vraiment fantastique. Merci à tous.